Je vais vous présenter maintenant la théorie sur les ondes stationnaires dans un tube rempli d'air. Et en particulier, je présenterai le cas d'un tube qui est ouvert aux deux extrémités, qu'on appelle aussi tube ouvert-ouvert. Dans votre cours, la théorie se trouve à la page 17, mais aussi à la page 18, à la page 19, et puis encore le haut de la page 20, c'est-à-dire jusque-là, ici. En ce qui concerne les tubes ouverts à une extrémité et fermés à l'autre, on dit ouvert-fermé, ça fera l'objet d'un cours probablement la semaine prochaine. Alors moi, je prends mon PowerPoint pour vous présenter donc les ondes stationnaires dans un tube rempli d'air. Alors, ondes stationnaires, ça doit vous parler, on a déjà vu ça dans une corde. Eh bien, il se trouve que dans un tube qui contient de l'air, il est possible de produire des ondes stationnaires. Alors, ce phénomène est d'ailleurs exploité dans la conception en fait, des instruments avant, tels que trompettes, flûtes, clarinettes, saxophones, qui sont en fait des tubes. Bon, certains ont des courbures comme le saxophone, mais l'idée, c'est quand même de souffler dedans et de faire en sorte que l'air qui se trouve à l'intérieur de cet instrument se mette à vibrer pour produire des sons. Donc l'idée maintenant, c'est d'étudier ces vibrations, ces fréquences de vibration, des ondes stationnaires justement qui s'installent à l'intérieur de ces instruments avant. Évidemment, dans un modèle plus mathématique, plus général, mais il se trouve que le modèle mathématique colle assez bien à la description réelle de ces instruments. Alors, lorsqu'une onde sonore est produite à une extrémité d'un tube rempli d'air, eh bien, l'onde va se propager à la vitesse du son, le son dans l'air justement, jusqu'à l'autre extrémité. Alors, il y a deux possibilités. Soit l'extrémité elle est ouverte, soit elle est fermée. Alors, si elle est fermée, qu'est-ce qui va se passer? L'onde, elle va arriver à travers l'air, elle va percuter la paroi, qui est fermée, donc justement, c'est une paroi, et donc elle va se réfléchir entièrement et revenir en sens inverse. Si l'extrémité est ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, s'il y a une ouverture, il n'y a donc pas de paroi. Donc l'onde, elle va arriver, on pourrait croire qu'elle va sortir du tube, mais en réalité non, parce qu'il y a une certaine inertie de l'air qui se trouve à l'extérieur, qui fait que l'onde, elle est quand même partiellement renvoyée dans le sens inverse. Alors, il y a une partie de l'onde qui va sortir, bien entendu, mais il y a quand même une partie qui va, au contact de l'air qui est autour du tube, va revenir en arrière. Donc, au final, dans les deux cas de figure, eh bien, on aura donc les deux cas de figure, que l'extrémité du tube soit fermée ou ouverte, l'onde, elle va être réfléchie et partir en sens inverse, dans les deux cas. Pas tout à fait de la même manière, mais dans tous les cas, elle va revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Sur une corde, par exemple, on avait vu que si on a une onde incidente qui se balade dans la corde, quand elle arrive au bout, elle revient en arrière, et il y a toujours une autre onde qui arrive, et ces deux ondes vont se superposer, vont interagir entre elles, et sous certaines conditions, on peut donc voir apparaître ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Alors, dans un tube, c'est exactement la même chose. L'onde qui est incidente, elle va se réfléchir, et donc quand elle est réfléchie, on a une autre qui arrive, et ça crée donc des ondes stationnaires. Encore une fois, ça ne les crée pas toujours, il faut certaines conditions bien particulières qu'on va étudier dans un petit moment. Alors, maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un tube, donc, il a une extrémité qui peut être ouverte ou fermée. Si l'extrémité est fermée, eh bien, les couches d'air qui se trouvent à proximité de la paroi, quand l'onde arrive sur elle, l'onde de pression arrive sur elle, c'est-à-dire les couches d'air qui vibrent, qui poussent successivement les autres couches d'air voisines, eh bien, la couche d'air qui est collée contre la paroi, elle peut se faire pousser, mais elle ne peut pas osciller, puisque justement, il y a la paroi qui l'en empêche. Donc, comme il n'y a pas d'oscillation à cet endroit-là, eh bien, on considère que vers une extrémité fermée d'un tube, eh bien, il s'agit de ce qu'on appelle un nœud de vibration. Comme sur une corde, les zones où la corde ne bouge pas. On avait vu que quand elle était attachée des deux côtés, eh bien, la corde, ce sont des nœuds en fait, à chaque attache en quelque sorte. Par contre, si un tube a une extrémité ouverte, eh bien, alors là, l'air, c'est là qu'il a le plus la possibilité de s'y évidemment. C'est là où il y a l'ouverture du tube.
Donc, à ce moment-là, vu que l'oscillation sera maximale, le déplacement sera maximal, eh bien, comme sur une onde stationnaire, dans une corde, on parle de ventre. Donc, en gros, en définitive, si l'extrémité du tube est fermée, on a un nœud. Si au contraire, elle est ouverte, alors dans ce cas-là, on a un ventre. Alors, partant de ces considérations, eh bien, étudions la situation d'un tube qui est ouvert aux deux extrémités. On dit que c'est un tube qui est ouvert-ouvert. Alors, si ce tube est ouvert-ouvert, bon, déjà, quelques exemples d'instruments de musique qu'on peut assimiler à des tubes ouverts-ouverts. Le plus connu, c'est la flûte. La flûte, l'idée, c'est de souffler là-dedans. Et puis, donc, on voit l'ouverture ici, on voit aussi l'ouverture là-bas. Et puis, donc, on a ici un tube avec une autre ouverture ici. Quand on souffle dans une trompette, c'est la même chose. L'ouverture à la trompette, c'est une ouverture relativement grande, en fait. On va faire vibrer, en fait, nos lèvres à l'embouchure ici, mais l'air peut complètement rentrer par ici, puisque donc l'ouverture elle est relativement grande. Évidemment, l'ouverture à la sortie, elle aussi, elle est très grande. Alors ici, évidemment, on n'a pas une situation d'un tube tout droit, puisque donc l'air fait en quelque sorte un aller-retour, mais ça, c'est entre guillemets des détails, ça n'est pas très important, ça va avoir une influence sur le son donné, mais pas sur les fréquences. Autre exemple que je donne de tube ouvert-ouvert, les orgues. Alors l'orgue, en fait, il y a de l'air qui va entrer par ici. Donc là, on voit quelques trous, là, on voit des tubes qui sont ouverts, on en voit encore ici. Donc là, c'est l'ouverture par où sort le son, évidemment, c'est clairement ouvert, on le voit mieux ici. Mais ici, là où rentre le son, eh bien, il y a aussi une ouverture qui est relativement grande, qui est encore amplifiée par les petites ouvertures, les petites encoches que l'on voit ici. Donc, tous ces instruments, plus d'autres évidemment, sont considérés comme des instruments de type ouvert-ouvert. Alors, l'onde stationnaire la plus simple qu'on peut obtenir dans un tube ouvert aux deux extrémités, qui aurait donc une certaine longueur L ici, eh bien c'est l'onde stationnaire que j'ai décrite ici. C'est la situation que j'ai décrite ici. C'est-à-dire une situation où, étant donné que vous avez une ouverture du tube des deux côtés, et qu'on a vu tout à l'heure que quand c'est ouvert, c'est donc là où les couches d'air ont le plus de facilité de bouger, donc il s'agit évidemment de ventre. Vous avez donc un ventre ici et un ventre là, un ventre de chaque côté du tube. Alors les ondes stationnaires, c'est toujours la même chose. Vous avez un ventre, puis un nœud, puis un ventre, puis un nœud. Vous avez pu voir dans le TP, par exemple, que pour ceux qui ont eu la chance de le faire la semaine passée, les autres, ils n'ont pas pu le faire encore, mais je vous avais aussi fait la démonstration en classe. Il y a toujours un nœud, un ventre, un nœud, un ventre, et tout ça, c'est équidistant. Donc, entre deux ventres, il y a forcément un nœud, et ce nœud, il peut être que exactement au milieu entre les deux ventres, donc ce sera exactement au milieu du tube, tel que je l'ai décrit ici. Alors, si maintenant, je vais vous présenter une façon de représenter les ondes sonores, l'idée, c'est de représenter la vibration des couches d'air sur un axe vertical en fonction de leur position à l'intérieur du tube. C'est le schéma que j'ai, le schéma suivant. Donc, c'est une représentation du déplacement des couches d'air en fonction de leur position dans le tube. Donc, comme ici, on a un ventre, eh bien, c'est là où les couches d'air peuvent le plus bouger. C'est donc pour ça qu'ici, j'aurais dû le faire en vert, je vais changer tout ça. Voilà. C'est donc pour ça qu'ici, on a une position maximale par rapport à une ligne, on va dire horizontale, qui serait ici. Hop, prêt, hop. Et bien là, c'est ici qu'on a le déplacement le plus grand. Je vais le dessiner ici. Tac, un déplacement maximal. Ici aussi, d'ailleurs. Et puis au milieu, eh bien, on a un nœud. C'est donc un endroit où il n'y a pas de déplacement, en fait. Donc on a le nœud à cet endroit-là. Donc par rapport à la position d'équilibre des couches d'air, eh bien ici, il n'y a pas de vibration. Donc on représente ça avec l'onde sinusoïdale comme ça, ou une onde sinusoïdale comme ça, comme on voit. Alors maintenant, on va essayer, et on va faire plus qu'essayer, puisqu'on va y arriver, on va calculer la fréquence d'une onde stationnaire de ce type dans un tube de longueur L. Alors,
commençons par calculer la fréquence du premier mode, qu'on appelle donc la première harmonie, le mode fondamental. Vous avez donc, comme je viens de le décrire, un ventre, un nœud et un ventre. Alors si maintenant je recule de beaucoup, je dois aller avant les ondes dans les cordes. Quand je vous ai présenté ce que c'était qu'une onde stationnaire, on était arrivé à une conclusion très importante qu'on va réutiliser, qui est que la distance entre deux nœuds ou deux ventres, parce que c'est la même chose, deux ventres, deux nœuds, il y a équidistance, eh bien c'est la moitié de la longueur d'onde de l'onde stationnaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, retenons ça, la distance entre deux ventres, c'est la moitié de la longueur d'onde cherchée. Alors, je reprends mon transparent de tout à l'heure, c'est-à-dire ici, là, paf. Alors, nous avons ici un ventre, un nœud au milieu et de nouveau un ventre. On a vu, on vient de le voir, que la distance entre deux ventres ou deux nœuds, c'est la moitié de la longueur d'onde. Donc là, ici, j'ai la moitié de la longueur d'onde. Ça doit être égal à la distance qu'il y a entre deux ventres ou deux nœuds. Alors, quelle est cette distance? On le voit ici, c'est simplement la longueur du tube, en fait, puisqu'il y a un ventre ici et un ventre ici. La longueur du tube, c'est justement cette distance-là cherchée. Donc, on a cette relation-là. Alors, étant donné qu'on a cette relation, on peut la retourner pour trouver quelle est la longueur d'onde. Ce sera 2 fois L, en fait, en retournant cette formule-là. Et puis donc, finalement, sachant que la vitesse, c'est la longueur d'onde fois la fréquence, on peut trouver que la fréquence, c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Et comme la longueur d'onde, elle vaut 2 fois L, pardon, eh bien, ça donne une fréquence qui est égale à V sur 2L. Alors, là-dedans, première remarque, la vitesse, c'est la vitesse du son. Donc ça, c'est quelque chose qui est indépendant de votre volonté. Que vous ayez une trompette, si vous fabriquez par exemple vous-même un instrument de musique, vous ne pouvez pas agir sur cette vitesse puisque c'est la vitesse du son. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez agir sur la longueur. Vous pouvez choisir un tube plus ou moins long. Et donc, du coup, vous pouvez choisir une fréquence plus ou moins élevée. Voilà. Continuons. Et maintenant, je vous propose de calculer la fréquence du mode suivant, c'est-à-dire du deuxième harmonique, qu'on appelle aussi mode numéro 2. Alors, le deuxième harmonique, vous aurez toujours un ventre, je vais les faire en vert, ici, un ventre là, et un ventre là. Et cette fois, vous devez rajouter un ventre, puisqu'avant il y en avait 2, maintenant il y en aura 3. Alors ce ventre, il peut être que entre les deux, exactement au milieu, c'est-à-dire ici. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec un nœud aussi supplémentaire qui est toujours forcément exactement entre deux ventres. Donc, vous avez ici un nœud et puis encore un autre ici, comme ceci. Alors maintenant, on se rappelle que la distance entre deux nœuds ou entre deux ventres, c'est la moitié de la longueur d'onde. Alors, quelle est cette distance? Eh bien, la distance qu'il y a entre, par exemple, deux ventres, que je vais faire ici en bleu, c'est cette distance-là. Donc ici, cette distance, elle correspond à quoi? Elle correspond à la moitié de la longueur du tube. Donc, du coup, on a cette relation-là. Ça veut donc dire ici que la longueur d'onde cherchée, du deuxième mode, cette fois, elle est égale à la longueur du tube, L. Comme tout à l'heure, si on utilise le fait que la vitesse est égale à la longueur d'onde fois la fréquence, on trouve la fréquence en divisant la vitesse par la longueur d'onde. Et donc, comme la longueur d'onde, c'est la longueur du tube, ça fait V sur L. Et ça, on peut le réécrire d'une autre manière. On peut le réécrire de cette manière-là. 2 fois V sur 2L. C'est la même chose. Et V sur 2L, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence du mode qu'on a calculé tout à l'heure. C'est-à-dire la fréquence du mode fondamental. Donc, on voit ici que la fréquence du deuxième mode, elle est égale à 2 fois la fréquence du mode fondamental. Ça doit vous rappeler ce qu'on avait vu sur les ondes sur une corde, en fait. Les ondes stationnaires sur une corde, c'était exactement la même chose pour l'instant. Continuons et regardons ce qui se passe pour le troisième mode. Alors, pour le troisième mode, comme tout à l'heure, on a un ventre, que je vais écrire en vert, un ventre ici parce que le tube est ouvert, un ventre ici parce que le tube est ouvert. Et puis maintenant, vous devez rajouter un ventre. Donc, il doit y en avoir pas un, comme c'était le cas juste avant, entre ces deux ventres, mais 2. Donc, vous êtes obligé de les placer à équidistance, comme ceci. Et donc, en rouge, maintenant,
je vais dessiner les nœuds qui se placent exactement entre les ventres. Un nœud là, et encore un nœud là. Alors, comme tout à l'heure, la distance entre deux ventres ou entre deux nœuds, c'est la moitié de la longueur d'onde. Cette distance-là, elle correspond à ça. Alors, si vous regardez bien, ça, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai divisé la longueur du tube par 3. Donc, la distance entre deux ventres, c'est en fait le tiers de la longueur du tube. Et ça, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, on a une relation qui nous permet de calculer la longueur d'onde, qui sera égale, en manipulant ça, 2 fois la longueur du tube divisé par 3. Comme tout à l'heure, la fréquence, c'est la vitesse divisée par la longueur d'onde. Donc, si on prend ça et qu'on l'injecte là-dedans, eh bien, on trouve 3 fois V sur 2L. Sachant que V sur 2L, c'est la fréquence du mode fondamental, ça nous donne, pour le mode n égale 3, 3 fois la fréquence du mode fondamental. On va se faire encore le dernier. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais on va en faire encore un dernier. Le quatrième harmonique, mode n égale 4. Toujours le même raisonnement. Je prends mon crayon vert. On a 2 ventres aux 2 extrémités. Avant, on avait 2 ventres entre les deux. Maintenant, on doit en avoir 3. Donc, il faut les placer de cette manière-là. Un ici, un là et un là. En ce qui concerne les nœuds, eh bien, ils se placent encore une fois exactement entre les ventres à équidistance, toujours, N, et ici un N aussi. La distance entre deux nœuds ou entre deux ventres, c'est la moitié de la longueur d'onde cherchée. Quelle est cette distance? Eh bien, cette distance, si je la dessine, c'est par exemple cette distance-là. Si vous regardez bien, là on a un premier ventre, là on en a un deuxième, là on en a un troisième. Donc en fait, cette distance-là, elle correspond au quart de la longueur du tube. C'est donc pour ça que la moitié de la longueur d'onde, distance entre deux nœuds ou onde de ventre, c'est la longueur du tube divisé par 4. Comme on l'a fait à quelques reprises, vous changez cette formule, vous trouvez que la longueur d'onde, c'est 2 fois L sur 4. Et donc, toujours la même chose, vous calculez la fréquence en faisant la vitesse divisée par ces 2L sur 4, ce qui vous donne ceci, 4 fois V sur 2L. Et étant donné, encore une fois, que V sur 2L, c'est la fréquence du mode fondamental, eh bien, on trouve que pour le mode numéro 4, eh bien, la fréquence, c'est 4 fois la fréquence du mode fondamental. On pourrait continuer comme ça avec mode 5, mode 6, mode 7, etc. Mais je crois que vous avez compris, si je récapitule. Donc, le mode 1, V sur 2L. Le mode 2, 2 fois F1. Le mode 3, 3 fois F1. Le mode 4, 4 fois F1, etc., etc. Donc, on peut établir une formule pour calculer la fréquence du mode N, n'importe lequel. Ce sera donc N fois, N étant un entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. N fois la fréquence du mode fondamental, où la fréquence du mode fondamental est donnée par cette formule que vous avez ici, qui contient donc la vitesse V, qui est la vitesse du son dans l'air, puisque ce sont des tubes remplis d'air. L, c'est la longueur du tube. Et puis F1, la fréquence du mode fondamental, et Fn, la fréquence de résonance du nème mode, on va dire, fréquence qui, comme toutes les fréquences, se mesure en Hertz.